On vous parvient en direct de la Maison de la Culture Janine Suto. On vient de voir un peu de gigue avec Pierre Chartrand et nous nous baladerons comme ça tout au long de la soirée à travers les cultures d'ici et d'ailleurs. Je suis Marie-Michel et bienvenue à ce spécial de 2 heures de culture en ligne. Pour cette soirée bien spéciale, j'ai le plaisir d'avoir ma co-animatrice avec moi, Marine, qui sera en direct avec vous. Bonsoir, Marine. Bonsoir, Marie-Michel. Bonsoir à tous. Donc, je suis Marine et je vais effectuer le suivi sur les réseaux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et placer des commentaires et on va pouvoir vous répondre en direct. Et tout au long de la soirée, des artistes se succéderont sur scène avec nous, mais j'ai 2 complices qui resteront avec nous pour le 2 heures. Martin Vinette, directeur général des Voix culturelles des Faubourgs, et Marc-Alain Robitaille, médiateur culturel, ici même à la Maison de la Culture Janine Suto. Bonjour Exact. à vous deux. Salut. Bonjour. Alors, vos 2 organismes travaillent dans le domaine de la culture dans le Centre-Sud et s'impliquent donc auprès de la communauté artistique. Et même que les Voix culturelles des Faubourgs ont participé à faire reconnaître Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui sont donc les quartiers à l'est de la place des festivals, comme pôle de création des Faubourgs. Le Centre-Sud, on peut dire, c'est un endroit dynamique pour la culture. Comment vous qualifiez donc le dynamisme culturel du quartier? Ben, il y a déjà plusieurs théâtres dans le quartier, l'espace libre. Il y a aussi l'espace sur le petit théâtre là, sur la rue Ontario. Il y a le Prospero, il y a Oui, le Odyssée qui Prospero, voilà. Oui, oui. sont quand même des bons joueurs aussi. Moi, je dirais également que ce qui est intéressant dans le Centre-Sud, c'est l'aspect qu'on a beaucoup de travailleurs culturels, beaucoup d'artistes, beaucoup d'individus qui sont impliqués dans le milieu culturel. Donc, peut-être différemment de ce qui se passe peut-être du côté de la place des spectacles, on a vraiment beaucoup de gens qui vivent dans le quartier et qui travaillent dans la culture et qui s'y impliquent. Donc, ça crée vraiment une sorte d'écosystème qui a peut-être une part ailleurs à Montréal. Oui, bien, de toute façon, dans l'arrondissement Ville-Marie, donc dans les cartons de notre arrondissement aussi, il y a le quartier culturel qui s'en vient. En fait, tout le monde travaille là-dessus pour qu'on puisse avoir un quartier culturel parce qu'il y a énormément d'artistes au niveau de l'art visuel, du théâtre, de la danse. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent ici. Oui, exactement. Et Martin, ça fait un peu plus de 2 mois que vous êtes le directeur général aux Voix culturelles. Qu'est-ce qui vous a amené à de gérer un organisme culturel comme tel? Bien, en fait, brièvement, j'ai toujours gravité autour de la culture et même, je dirais, comme une gravité, si vous me permettez l'expression, en orbite rapprochée. J'étais, d'une façon ou d'une autre, lié au patrimoine historique, un peu dans tout ce qui est événementiel dans le patrimoine, mais également avec mon conjoint, avec l'art visuel, l'art contemporain. Donc, j'avais énormément de liens avec tout ce qui est culture. Et étant résident du Centre-Sud depuis plus de 14 ans maintenant, bien, j'ai senti qu'il y avait, il y a un besoin, il y a une demande. Et honnêtement, quand j'ai vu ce poste-là, je me suis dit, c'est pour moi. Je me suis lancée. Bien, c'est fantastique. On va tout de suite passer vers notre prochain invité qui est compositeur et multi-instrumentiste et saura vous surprendre par son parcours artistique qui est en train de découverte et d'expérimentation. Mais d'abord, on va voir une performance de son quintet, le U-Back Quintet.
Alors, si vous êtes comme moi, vous êtes tombé en amour avec cette musicalité jazz aux sonorités des plus singulières. J'ai très hâte de parler de sa musique et de son parcours avec Uba Quach. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes originaire du Vietnam, arrivé à 2 ans au Québec. Vous avez grandi avec les sonorités vietnamiennes, avec votre mère qui écoutait la musique vietnamienne et chantait à la maison, mais également votre oncle qui jouait de la guitare, c'est bien ça? Exactement. Bon, on était une famille élargie, là. Il y avait mes parents, mes frères et sœurs, et 2 oncles et une tante. On était dans une même maison, là. On est arrivé, on faisait partie de la vague de réfugiés qu'on appelait les Boat People, là, au début des années 80. Exact. Et là, le Québec, évidemment, a été emprunt, c'est votre terre d'accueil. Et on ne pourrait pas dire que vous n'avez pas un accent du tout vietnamien, là, un accent très québécois, pourrons-nous dire? Oui, probablement plus que les Asiatiques de Montréal, parce que moi, j'ai grandi à Valleyfield. Ah oui, alors, donc là, ma famille, on n'a jamais eu le refuge de la communauté asiatique. Les familles d'immigrants, on les comptait sur les doigts d'une main, là, à l'époque où j'ai grandi. Exactement. Et là, donc, on vient de vous voir jouer du danbo avec votre quintette, qui est un instrument vietnamien. On pourrait croire que ça vient peut-être de votre famille, mais en fait, vous avez fait des études en guitare jazz. Oui. Et c'est lors d'un voyage au Vietnam que vous avez découvert le danbo. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Comment cette rencontre-là s'est faite? Oui, bien en fait, moi, mon parcours de vie prévu, je pensais que j'étais pour être un guitariste toute ma vie. Et puis, bon, j'ai eu des problèmes physiques là, avec mon dos. J'ai pas pu continuer mes études. Et à ce moment-là, en plein milieu de mes études universitaires, je suis retourné pour la première fois au Vietnam. Et puis, j'ai vu quelqu'un jouer sur un bateau cet instrument-ci en personne pour la première fois, parce que j'avais toujours entendu des musiques de ma mère. C'est ça. Mais je n'avais jamais vu. Puis c'est tellement obnubilant, cet instrument-ci, qu'on le voit jouer, parce que c'est un instrument qui a juste une corde. Bien, exactement. Et puis, donc, même si vous la pincez, on n'entendra rien, là, j'ai l'impression. Hein? bien, acoustiquement, c'est très faible. C'est ça. Je ne sais même pas si on le voit au micro, là, mais en fait, il faut qu'il soit amplifié pour pouvoir jouer comme on l'a vu dans la danse de Chili. Exactement, c'est ça qui fait un petit peu sa particularité. C'est un instrument traditionnel, mais en même temps moderne, à cause que maintenant il est amplifié. Alors peut-être que les gens se demandent comment on en jouait avant. Oui. L'amplification, bien, avant, c'est un instrument qu'on jouait seulement seul dans une chambre fermée. Ah, OK. Alors l'acoustique était très faible. L'instrument était un peu plus gros. Ça augmentait un petit peu l'amplification, mais le volume. Mais c'est vraiment avec la venue de l'amplification que ça a pris l'avant-plan puis qu'on a pu jouer cet instrument-là dans un groupe. Même que je dirais que maintenant, on le joue à l'avant-plan d'un groupe. Oui, bien, comme on vous voit, en fait, le jouer en avant de votre quintette. Oui. Je pense que du côté de Marine, elle voudrait intervenir. Oui. Oui, effectivement, il y avait une question. Quel a été l'instrument le plus difficile à appréhender et à apprendre parmi les instruments que vous avez appris? Oui, bien, je dirais que les deux, lui, le danbao, et puis le violon chinois, les deux, qui s'appelle le héros, les deux sont très difficiles parce qu'ils n'ont pas de... On doit tout jouer à l'oreille. Il n'y a pas de fret comme on dit à la guitare, où c'est pas une touche de piano et puis la note est juste. Le danbao, comment ça fonctionne, c'est que la corde est attachée ici à un bâton en corne de buffle. Et puis, avec ce bâton-là, je modifie la tension de la corde. Je peux monter de 4 notes et descendre de 5. Et puis, avec la main droite, je vais chercher des notes aiguës qu'on appelle des harmoniques. Alors, l'instrument est très simple en tant que tel. Il n'y a pas beaucoup de technique, mais c'est l'exécution qui est difficile. Donc, c'est ça. Puis là, au cours de vos périples et de vos découvertes, en fait, musicales un peu, en Chine, vous apprenez donc le héros. Oui, oui, mais d'abord, qu'est-ce qui est sympathique dans mon parcours aussi, c'est que le premier, je retournais dans tous les pays d'origine pour apprendre ces instruments-là ou les perfectionner. Mais le premier contact, c'est toujours fait, ou en tout cas, une partie du développement à Montréal. Par exemple, le danbao, quand je l'ai vu au Vietnam, je suis revenu à Montréal, puis je me suis dit, bon, il faut que je trouve un professeur absolument. Et puis ça a donné qu'un des plus grands maîtres de cet instrument-là habitait à Montréal à ce moment-là. Okay. Il habitait à Montréal pendant une douzaine d'années, puis j'ai eu la chance d'apprendre avec lui là, les 5 dernières années, puis qui était à Montréal, puis même de jouer dans son groupe. Et puis, je suis allé le voir jouer dans un festival de musique asiatique. Et juste après lui, il y avait quelqu'un qui jouait cet instrument-ci, le violon chinois, qui s'appelle un héros. Et puis là aussi, j'ai été obnubilé et j'ai commencé à prendre des cours avec cette personne-là. Et puis un an après, oui, j'ai eu une bourse pour aller étudier au Conservatoire de Shanghai.
Alors, vraiment se perfectionner ouais, dans cet instrument-là. Et au final, par le détour du Pérou et des Andes, vous apprenez le quena. Oui, une autre magie de la... Moi, j'ai vraiment profité de la diversité à Montréal. Alors, quand je suis revenu de la Chine, j'ai commencé à être actif sur la scène de musique du monde. Et puis, dans un festival qui s'appelait le Festival des musiques et du monde de Montréal. Il n'existe plus maintenant, en 2006. À chaque année, ils avaient la tradition d'inviter un compositeur d'un autre pays en résidence. Et puis, cette année-là, c'était un compositeur péruvien. Alors, il avait comme mandat, durant le festival, d'organiser 3 festivals avec des artistes de la diversité à Montréal. Alors, on a été présentés et puis ça a cliqué. On a fait les concerts. Et puis, depuis 2007, il m'a invité à pratiquement toutes les années à aller jouer au Pérou, avec d'autres musiciens aussi. Alors, j'ai vraiment baigné dans la culture du Pérou beaucoup. J'ai appris des instruments comme les quenas, les fûts de bambou. C'est justement, on pourrait peut-être prendre le temps d'entendre le son, du moins de ceux qu'on pourra entendre sans amplification. Alors, ce flûte de bambou de la culture inca, alors les peuples autochtones de la cordillère des Andes. La plus standard, c'est celle-là. On appelle la quena. Alors, ça sonne comme ça. Et celle-là, c'est son grand frère, en plus longue, un peu plus grave. Acoustiquement, le héros, on peut l'entendre aussi. Hein? Oui. Alors, c'est un instrument seulement à 2 cordes. On a l'impression qu'il y en a juste une, mais les 2 cordes sont tout près. Ben oui. Et la magie, c'est que le crin de l'archet est coincé entre les 2 cordes, vous voyez? Et qu'est-ce qui fait qui donne un son très nasillard à l'instrument, c'est que la table d'harmonie est faite en peau de serpent. Alors, c'est ça. Et puis, la main gauche est très similaire au violon occidental, c'est juste que les doigts ne vont jamais toucher au bois. Alors, ça reste toujours sur la corde, un peu dans les airs. C'est très, 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 très beau. Et là, vous rassemblez tout ça, vous rassemblez un groupe de musiciens pour faire de la musique jazz avec ça. Et d'ailleurs, le 6 octobre prochain, vous allez performer ici même sur la scène de la Maison de la Culture Janine Souto. Très rapidement, j'ai envie de vous demander comment les musiciens que vous avez approchés quand vous leur avez dit « Ah, moi, je vais jouer des instruments traditionnels de l'Asie et des Andes comment ils ont réagi? Je pense qu'on s'est emballés d'arriver à jouer dans un projet peut-être un peu différent. Alors, oui, c'est ça. Absolument, les musiciens sont très emballés justement de découvrir des choses, puis de découvrir des combinaisons différentes, parce que c'est mes compositions aussi. Oui, c'est ça. Alors, c'est de la musique nouvelle, et puis de la musique qui a passé à travers mon parcours, puis à travers mon regard, et puis mon esprit qui a traversé diverses cultures aussi. Alors, moi, ça a été de passer à travers tout ça, puis essayer de mettre tout ça dans un blender, puis faire un shake qui se boit bien. Et là, je vais me tourner aussi du côté de Marc-Alain puis Martin. Je vous invite également à vous prononcer un peu sur cette question, en fait, où on peut se demander, à partir du moment où on mélange la culture de son pays d'origine en y intégrant ses influences de sa terre d'accueil, qu'est-ce que ça dit de la culture? Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu voir peut-être au début du siècle passé, ces formes de mélange musical ou artistique, peu importe? Je ne sais pas si quelqu'un a une opinion. Bien, c'est sûr que c'est une grande richesse. Puis bien, à Montréal, tout ce qu'il y a eu dans peut-être les 60 dernières années, quand il y a eu tout le jazz, ça se passait à Montréal, beaucoup de choses. Donc, je pense que les Montréalais, les Québécois, ils absorbent ça, tout ce qui vient d'ailleurs, puis tout le métissage des genres et des musiques. Là. Je pense que, je ne sais pas, vous, c'est ce que tu en penses, là, mais... Ben oui, je pense que, ultimement, pour tout artiste, le but, c'est de se raconter. Et puis d'être le plus authentique possible dans son histoire. Alors, par défaut, en tout cas, moi, la musique que j'aime le plus, c'est toujours une musique à travers laquelle qui exprime
le temps dans lequel elle a été créée, puis l'espace aussi, Oui. je veux dire, en termes de géographie. Tu sais. Puis c'est ça que j'essaie de faire, moi, en racontant mon parcours. Ben, je trouve que c'est quand même une musique très montréalaise, et puis toutes les diversités à travers lesquelles les diverses communautés puis les diverses cultures que j'ai rencontrées. Alors, je pense que c'est un résultat de mon époque. Oui, c'est ça. Et puis, en mettant tout le jazz aussi, jamais sans oublier mon background là, de base, qui est la guitare. C'est ça qui me Exact. permet, avec le jazz que j'ai appris avec une base de jazz, c'est la base qui me permet de joindre tous les autres instruments par-dessus. Oui, et vous jouez quand même de la guitare dans vos concerts également, là. Exactement. Je n'ai Oui. pas amené aujourd'hui parce Non, que non. c'était moins exotique. Il fallait Oh, rester dans c'est ça. l'exotique. Je pense qu'on connaît tout un peu la Mais, guitare. Je pense ouais. que du côté de Marianne, on a des questions peut-être? Oui, effectivement. On a une question de Jonathan qui est très curieux, à savoir, bien que vous ayez plusieurs instruments que vous jouez déjà, comme des cordes, est-ce qu'il y a un instrument en particulier que vous aimeriez quand même apprendre aujourd'hui? Une autre chose à ajouter à votre arc? Bien, j'en joue pour composer. Je compose beaucoup au piano, puis à la maison, je joue de la batterie, mais juste pour composer. Mais là, avant, je jouais encore plus d'instruments, mais je me suis arrêté à un moment donné parce qu'on ne peut pas jouer 10 instruments aussi bien qu'on en joue un. Alors, j'ai dû me limiter. Mais je dirais que l'instrument que j'aime le mieux écouter, le plus écouter, c'est le violon. Alors, Oui. si j'avais à jouer un autre instrument, ce serait le violon occidental. Mais peut-être c'est pour ça que j'ai une violoniste dans mon groupe, c'est pour compenser pour le fait que... Vous avez le son dans la musique au moins, même si ce n'est pas vous qui Ouais, c'est ça. l'ajoutez. Là. Exactement. Donc, ben, vous travaillez à un prochain album qui devrait peut-être paraître en 2022. Mon Dieu, je suis mélangée dans mes années. Oui, non. À l'année exactement, oui. prochaine, en fait. Comment vous allez, ça fait quand même 5-6 ans que vous tournez avec le dernier album. Est-ce qu'il y a Ouais. une recherche que vous faites différemment un peu dans la musique ou ça va être encore du jazz comme on l'entend? Ah oui, je pense que ça va être. Je vais garder ma signature compositionnelle, mais je vais essayer de la pousser un peu plus loin, tout simplement. Et puis, j'ai eu d'autres influences aussi. Le spectacle a tourné beaucoup depuis 5 ans. On a fait les autres provinces au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Corée. Et puis, moi, j'ai fait beaucoup de. Je suis retourné beaucoup en Chine et puis au Vietnam faire Oui. des stages de perfectionnement. Là, je suis allé au Conservatoire de Beijing pour perfectionner le héros. Et puis, mon maître, avec qui j'ai étudié à Montréal, il est retourné au Vietnam. Alors, je suis allé retourner le voir au Vietnam. Alors, j'ai quand même emmagasiné du nouveau bagage aussi que je vais essayer de faire passer dans le nouvel album. Dans le nouvel album. En même temps, je veux dire, l'album, ça fait 5 ans, là, mon premier, en 2007, 4 ans. Entre-temps, j'avais déjà composé des nouvelles pièces que je joue déjà en spectacle. Alors, il y a des gens qui sont déçus des fois. Ah, est-ce que cette pièce-là est sur l'album? Puis je dis non, c'est le prochain. Ah, Alors, il va déjà avoir les moitiés des pièces que je joue en spectacle qui vont être sur le prochain album. C'est ça. Puis je sais, peut-être Marc-Alain ou Martin, vous aviez une question que vous voudriez poser à Hubert? Bien, moi, quand tu composes, Hubert, est-ce que avec les instruments que tu as, que tu nous as présentés, est-ce que tu écris Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ou si tu improvises? Comment tu fonctionnes avec les autres musiciens? Oui, j'écris. J'ai une éducation musicale occidentale. Alors, j'apprends. Je note tout avec les notes sur la portée, 5 lignes. Ce qui n'est pas l'écriture traditionnelle du violon chinois. Ils écrivent tout en chiffres. Alors, au lieu de Do, Ré, Mi, c'est 1, 2, 3. Mais pour le jazz aussi, pour le type de composition que moi j'écris, c'est beaucoup plus pratique. Avec la portée. Et puis bon, c'est plus facile d'écrire pour la partie de tous les autres musiciens aussi. Donc, non seulement vous reprenez ces instruments-là pour faire du jazz, vous aussi adaptez votre manière de créer. En fait, vous adaptez les instruments à votre manière de composer, en fait. Ah oui, définitivement. Puis, je pense encore que Marianne, tu as des questions pour nous? Oui, effectivement, j'avais une question. En changeant de style de musique, la réadaptation, comment elle est? Est-ce qu'elle est facile? Est-ce que c'est difficile? Je veux dire, si maintenant vous passez du jazz au classique, qu'est-ce que ça va vous demander? Est-ce que c'est la réadaptation, la réécriture ou même la composition? C'est tout un renouveau pour vous? Passer dans un nouveau style? Est-ce que vous oseriez aller faire de la musique classique? Ah! Peut-être. Non, je pense pas, non. Je veux dire, j'essaie de rester... Déjà que je suis très diversifié, j'essaie de quand même créer une homogénéité. Puis j'essaie de rester dans quelque chose que je connais quand même. Je pense que c'est ça le défi dans qu'est-ce que je fais,
c'est que ça peut, c'est d'éviter de sonner comme un pastiche. C'est OK, là, ce moment-ci, c'est un petit bout de musique péruvienne. Là, Ouais, là, on passe au bout de musique chinoise. Là, c'est le bout de musique vietnamienne. Non, je voulais que ça sonne cohérent. Puis déjà, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de travail, faire ça. Bon, j'ai déjà 43 ans et puis j'ai commencé ce projet-là en 2013. Tout ça pour dire que c'est quand même tard. Ça m'a pris quand même beaucoup d'années de passer du temps à apprendre chaque instrument, jouer de la musique traditionnelle. Comme je disais, j'ai joué avec mon prof de d'hanbao. La personne avec qui j'ai commencé à apprendre les roues, j'ai joué aussi dans son groupe de musique traditionnelle chinoise. Alors, j'ai passé beaucoup de temps dans chaque idiome et puis beaucoup de temps dans chaque pays aussi. Même en plus des instruments, j'apprenais les langues. Donc, c'est une appropriation culturelle au-delà simplement de l'instrument comme tel. Ouais. Et vous en faites donc une musique qui est singulière, qui est la vôtre, qui est le reflet de la personne que vous êtes. Alors, si on veut aller écouter justement votre musique, ça va être même ici le 6 octobre prochain à 19h30. Il faut réserver ses laissez-passer, soit en se déplaçant à la Maison de la Culture Janine Souto ou encore en visitant culturejsuto.com. Et là, je sais de source sûre qu'on va attendre, mais vous l'avez dit tantôt aussi, des nouvelles compositions qu'on va retrouver sur le prochain album. On va terminer avec un autre extrait de votre musique, mais avant, je veux vous remercier d'avoir passé sur notre plateau Oubak et au plaisir d'entendre encore plus de jazz du Oubak Quintet. Super. Merci. Alors, Culture en ligne, je vous rappelle, Culture en ligne en direct est une émission dans le cadre des journées de la culture et fait en partenariat avec la Maison Sutton Janine. Si vous voulez, n'hésitez pas à poser des questions, placer des commentaires, on va pouvoir vous répondre en direct et c'est ça. Allez-y, gênez-vous pas. C'est avec un très grand plaisir, effectivement, qu'on écoute vos questions et soyez nombreux. On vous en prie. Alors, je vous rappelle de réserver vos laissez-passer pour le concert de Oubak Quintet qui se tiendra ici même à la Maison de la Culture Janine Souto le 6 octobre prochain. Et je me tourne vers Marc-Alain, médiateur culturel, ici même à la Maison culturelle. On a souvent l'impression qu'une Maison de la Culture, c'est des concerts et une bibliothèque. Mais c'est beaucoup plus que ça, puis c'est vraiment l'objectif que vous vous donnez à travers des activités de médiation culturelle qui visent la rencontre entre les artistes et les citoyens. D'ailleurs, il y a de très beaux projets qui ont été faits cet été. Si on mentionne rapidement le métal repoussé qui a été fait avec l'exposition La Vue. Oui, c'est ça, La Vue à l'Index, avec Joanie Douville, qui étudie présentement en art-thérapie, et puis on a intégré en fait les gens de l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles. Donc, on a eu vraiment des activités tout l'été avec des gens qui ont des difficultés visuelles et d'autres qui n'en avaient pas du tout, mais qui ont accepté de se bander les yeux pour pouvoir vivre la même expérience que les autres. Puis aussi, tout de suite après, on a eu le spectacle Camille aussi, qui portait aussi sur un spectacle
en fait, où on ne voyait pas. Donc, on était 6 sur scène, on était assis, et puis tout ce qu'on entendait, c'est comme si on le voyait aussi par notre imaginaire. Oui. Donc, moi, j'ai vécu l'expérience aussi, les yeux C'est ça. bandés. Donc, on s'en va de plus en plus vers ça, nous, à la Maison de la Culture, Janine Suto. Puis d'ailleurs, on a des images du métal repoussé parce que ce qui est intéressant dans les activités de médiation culturelle, c'est que les gens qui viennent visiter peuvent participer. Donc, les gens qui étaient soit bandés ou vraiment avec une déficience visuelle ont pratiqué, guidés par Joanie, un Oui. artiste aussi, je crois. Qui Oui, était elle est peut-être- artiste, oui. Oui, c'est ça. Donc, qui guidait, en fait, à travers ça. Il y a également avec les camps de jour, Oui. puis avec les classes également pendant l'école. Il y a Oui. eu cet été de magnifiques, on peut les admirer à l'entrée de la Maison de la Culture, de magnifiques marionnettes géantes en papier mâché que les Oui, enfants ont fait. oui, oui. Alors, c'est parti, en fait, de l'exposition Déjouer les sens. C'est un collectif d'à peu près une vingtaine d'artistes. Et quand on a engagé Tonon Mortez, qui est une compagnie de théâtre pour la jeunesse, surtout en marionnettes, ils ont vu l'œuvre d'Aline Marino qui s'appelait Mascarade. Et c'était une vingtaine de petits personnages qui étaient sur 3 planches à repasser. Et Tout qui en faisaient... papier mâché. C'est ça, avec des exactement. petits éléments, En fait, ça avait l'air bronze. du papier mâché, mais c'était en fait en bronze. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'était comme déjouer l'essence. C'était comme, oh, ça a l'air du papier, mais finalement, c'est du bronze. Et puis, les artistes de Tonon Mortez ont focusé sur cette œuvre-là. Et ils ont dit, c'est ça qu'on va faire avec les enfants. Donc, ils ont créé des marionnettes surdimensionnées. Et les enfants devaient comme, en fait, décorer leur chapeau parce qu'ils venaient 3 ou 4 fois selon l'âge là, Oui. des jeunes. Et on finissait ça avec un déambulatoire dans les rues. Donc, les grandes marionnettes se promenaient dans les rues du centre-sud et puis les enfants continuaient la parade derrière les marionnettes. C'est une image fantastique de la culture dans le Centre-Sud. Oui, On en oui, parlait oui, plus oui. Puis tôt. il faut que les enfants puissent avoir une bonne... s'adapter à ça, avoir... c'est vraiment D'avoir une important. approche, de les laisser aussi essayer. Des fois, c'est très guidé en culture à l'école, mais là, c'est Là, laisser place à leur Oh imagination. oui, c'est libre, oui, Oui. c'est ça. C'est place à leur imaginaire et puis... Puis aussi, il y a des expositions continuellement qui se suivent une après l'autre. En ce moment, jusqu'au 10 octobre, il y a l'Espace du livre, l'édition comme finalité, qui porte un regard sur le livre photographique. Et ces activités-là, ce qui est le fun, il faut regarder la programmation, s'informer, parce que ça vient souvent avec des activités comme ici. Ça va être une table ronde qui va être tenue le 7 octobre à 17h30. Mais là, Marc-Alain, j'aimerais qu'on aille un peu sur la Maison de la Culture Janine Suto. C'est vraiment donner l'orientation d'avoir une offre culturelle inclusive. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on inclut toutes les diversités? Ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt avec l'INCA, l'Institut national des Canadiens pour aveugles. Aussi, on sait que dans l'arrondissement Ville-Marie, il y a le quartier gay. Donc, on va avoir aussi notre 2e édition de cabaret littéraire LGBTQ. Donc, on travaille aussi avec cette communauté-là. Aussi, on peut travailler avec l'AMDI. L'AMDI, en fait, nous, on est vraiment comme très proches parce que Mme Janine Suto, elle était la présidente, en tout cas, elle était très proche de l'AMDI. Elle s'occupait de l'Association montréalaise de la déficience intellectuelle. Oui, parce que sa plus jeune ou sa plus vieille fille C'était jumelle. Oui, c'est ça. C'est ça, une des deux Catherine jumelles et était, Mireille. Et puis, bon, Catherine est décédée maintenant, mais elle s'occupait de ça. Donc, nous, c'est sûr qu'on a un lien de parenté tout de suite avec l'Association montréalaise pour la déficience intellectuelle. Donc, on organise des activités avec eux, soit des activités où ils viennent s'exprimer en faisant de l'improvisation, où ils viennent montrer leurs travaux. Là, notre prochain projet, ils vont venir montrer leurs travaux aux jeunes de la polyvalente Pierre Dupuis. Donc, il va y avoir un échange. On essaie vraiment toujours d'aller vers l'échange, l'ouverture, l'inclusion. Donc, il y a aussi l'école Saint-Anselme où on reçoit des jeunes avec des difficultés d'apprentissage, de l'autisme. Donc, vraiment, on essaie de...
Et puis, on essaie aussi avec le public jeunesse, tout ça, de faire des représentations décontractées. C'est-à-dire qu'un enfant, justement, qui souffre d'autisme, Oui. On n'aura pas toutes ces lumières-là parce que C'est ça peut ça. lui faire peur. Il y a des choses qui vont... Je pense que même les gens, ils peuvent juste vous contacter, dire c'est quoi leur particularité, puis la Exact. personne va pouvoir les guider pour savoir quel spectacle ou quelle activité pourrait vraiment répondre à leurs besoins. Martin, je ne sais pas, est-ce que toi, de ton côté, en travaillant en culture, est-ce que tu as souvent entendu des endroits qui vont vraiment chercher à ouvrir la culture à un public qui est différent d'une manière ou d'une autre? Mais en fait, je sais que c'est, on va dire, peut-être crûment, que c'est une tendance qui se fait de plus en plus. Sauf que, personnellement, je trouve que c'est le propre de la culture. Je trouve que c'est fantastique que, comme on l'a vu avec Audac tout à l'heure, et aussi avec ce que Marc-Alain disait, la culture est un ambassadeur idéal pour tout le monde. Oui. Des gens qui ont différentes limitations, que dans nos sociétés, on se dit, bien, c'est des gens qui peut-être cadrent moins, mais la culture crée un lien pour que ces gens-là se sentent écoutés, Oui. qu'il y ait un accès et qu'ils soient peut-être libérés un peu de nos propres carcans. Et je trouve aussi que pour le côté multiculturel Oui. que le musicien tout à l'heure présentait, d'aller soi-même à la rencontre de l'autre et de se forger, de se créer une sorte d'effet boule de neige, je trouve que c'est magnifique et je trouve que c'est le pouvoir de la culture. Donc, je dirais peut-être pas que tous les organismes sont en train de tendre vers ça, mais c'est une tendance qui est pas seulement pour cocher des cases. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très humain là-dedans. Oui, oui. Et ça, j'applaudis à ça parce que Oui, c'est oui. merveilleux. Mais tu sais, même nous aussi, tu sais, on a parlé de ces personnes-là aussi, mais il y a tous les gens qui arrivent, là, Oui. l'immigration, tout ça. Il y a Donc, tout un pan pour faciliter la francisation. oui, exactement. On va chercher les adultes en francisation dans l'arrondissement, tout ça. Là, c'est sûr qu'on l'a moins fait parce qu'ils étaient tous en ligne. Les études étaient en ligne là, pour... Oui, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. Et là, pendant que notre prochain artiste va s'installer, il faut quand même dire que la Maison de la culture Janine Souto s'est revampée d'une toute nouvelle image, qu'on est sur une scène certifiée éco-responsable parce Ouais. que tout est mis vraiment pour que ce soit le plus éco-responsable. Et donc, on va passer en musique avec notre prochain invité, Eatsé.
Who is in There est l'une des 8 pièces présentes sur le premier EP My Good Friend de Eati, sorti en janvier dernier. Quoi, Eati? Oui. Alors, on va revenir sur la chanson Who is in There. Je veux vraiment qu'on en discute. Mais avant, parlons de ta proposition musicale. Donc, tu es autrice, compositrice, interprète One Date. Tu as grandi aux îles de la Madeleine. Ouais. Donc, ta musique est foncièrement moderne et marie donc les sons pop, soul, électro aussi, mais avec des éléments, des instruments d'origine autochtone. Donc, alors qu'on l'entend, c'est vraiment, il y a un beau mix entre tes racines et la musique plus moderne. Comment tu décris en fait ta proposition musicale? Oui, bien, c'est bien décrit déjà. C'est c'est vraiment un mélange de plusieurs sonorités. Puis, en fait, avant de lancer le EP, j'avais comme une toute autre direction musicale. Puis c'était vraiment basé plus sur le pop, mais j'avais tout le temps senti qu'il manquait quelque chose. Puis là, on est vraiment retourné avec les sons de tambour, le bâton de pluie. On a utilisé un yastawansha aussi, qui est comme en fait un instrument qui ressemble un peu à un maracas, avec une vessie d'animal puis des poids à l'intérieur. Puis, tu sais, on a vraiment mélangé les instruments, puis on y allait vraiment pièce par pièce, parce que chacune des pièces, il y en a qui ont plus une sonorité traditionnelle, comme celle que je présentais tout à l'heure en performance, mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus modernes, comme tu disais, mais c'est ça, je pense qu'on s'est laissé guider tout simplement par notre instinct avec Emmanuel Alias, qui était le réalisateur de l'album. De l'album, mais parlons-en de la réalisation, parce qu'il faut vraiment écouter cet album-là du début à la fin. On commence et on termine avec une pièce instrumentale. Tu nous amènes en voyage auditif. Et ça a dû vraiment prendre une bonne partie de penser comment bien positionner ces pièces pour que tout soit très cohérent, en fait, sur l'album. Bien, en fait, juste l'ordre des chansons, ça avait comme ça devait avoir un sens. Puis, en fait, la dernière pièce, qui est Oneonti, qui est une pièce hommage à Max Roulouis, qui a toujours été pour moi comme un grand-père et qui m'a donné le nom Eati, qui veut dire ma bonne amie en Wendat. Et lorsqu'il est décédé le 14 novembre, j'ai dit, l'album était tout terminé, là. D'accord. Et là, j'ai dit, on peut pas terminer ça comme ça. J'ai tout de suite, je me suis assise au piano et j'ai commencé à jouer. Et la mélodie thème de Oneonti a comme sorti de nulle part, là. C'était juste, pour moi, c'était comme aussi, tu sais, je pense que dans l'album en tant que tel, il y a un aspect spirituel aussi, entre autres avec cette pièce-là, c'est que pour moi, c'était le passage que je voulais qu'il se fasse doucement de la vie vers la mort, tu sais. Puis pour moi, je le voyais, tu sais, Oneonti, ça veut dire le grand pagailleur en Wendat, et je le voyais s'en aller en canot, tout simplement. Avec ce thème-là, c'était vraiment, pour moi, l'image que j'avais quand j'ai composé ça, là. Fait que, tu sais, c'est comme tu dis, c'est comme un voyage. Il y a le thème de la dernière pièce qui est au début, mais avec d'autres sons aussi traditionnels qu'on a mélangés avec des sons électro. Puis toutes les pièces entre, on l'a vraiment calculé, quelle qui allait être à la suite l'une de l'autre. Bien, ça s'entend qu'il y a une précision qui a été apportée au EP comme tel dans sa globalité. Et je sens aussi beaucoup à travers tes textes l'héritage de femme. Je sens que tu es une femme qui a grandi beaucoup, qui n'a pas ou qui a plus peur de s'affirmer, en fait. Et revenons donc à la chanson qu'on a entendue dès le départ, Who is in There, qui se veut une forme de libération pour toi. Une libération forte après avoir vécu une séquestration en 2019. Et en même temps, c'est un hommage aux femmes autochtones assassinées et disparues. Tout à fait. Bien, on le voyait dans le clip, j'ai vraiment voulu axer sur les couleurs rouges. Je suis d'ailleurs en rouge aujourd'hui pour rendre hommage aux femmes autochtones assassinées et disparues. Et, tu sais, je me disais, en fait, en faisant la chanson, tu sais, pour moi, c'est n'importe quoi que je vais vivre dans ma vie d'intense, que ce soit joyeux, triste, difficile, plus heureux, ça va être vraiment, il va y avoir tout le temps des pièces qui vont sortir naturellement comme ça. Puis, quand que j'ai fait ma dénonciation en 2019, quand je me suis sortie de cette expérience-là, j'ai écrit tout de suite Who is in There. Et au départ, tu sais, c'était par rapport à mon expérience, mais quand avec du recul, je regarde ça, je me dis,
que j'ai survécu à ça. Je suis une des survivantes et j'aurais pu être une de ces femmes-là qu'on a oubliées parce que jamais j'ai pu témoigner en cours même par rapport à cette histoire-là. Et je ne veux pas m'éterniser sur mon expérience à moi parce que l'idée ici est vraiment de rendre hommage à celles qui n'ont pas pu être entendues. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, je veux en parler haut et fort de mon expérience, mais de toutes ces femmes-là qu'on devrait connaître l'histoire. Oui, ne pas oublier. Ne pas oublier. C'est vraiment horrible. Mais justement, je me tourne un peu vers Marc-Alain et Martin parce que ton histoire m'amène à me demander, la culture souvent va participer à des mouvements sociaux importants. Est-ce que pas justement par la culture, cette fameuse réconciliation que les politiciens ne savent pas tout le temps comment faire, est-ce que la culture peut vraiment participer au changement culturel? Bien, moi, je me permets de dire oui, tout à fait, parce que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que plein de fois, je me disais comme comment je me positionne, parce que, tu sais, ça vient un peu, on s'en était parlé un peu avant, mais ça vient un peu avec notre rôle, si on veut, d'artiste. Pour moi, être un artiste, c'est pas juste parler de, tu sais, on a des messages à passer, mais c'est aussi de s'inspirer de ce qui est autour de nous. Oui. Et je pense que dans la réconciliation, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a beaucoup de travail à faire encore, mais il y a une ouverture. Donc ça, je pense que c'est ça le plus important, c'est que les gens commencent à en entendre parler et à vouloir en entendre parler et à vouloir en parler, simplement. Là. Fait que je pense qu'on est dans la bonne direction, mais tu sais, des artistes comme Elisapie, Samian, tu sais, c'est toutes des porte-paroles incroyables pour toutes les causes des Autochtones, tu sais. Puis moi, personnellement, tu sais, je suis tout le temps comme mitigée, tu sais, on ne sait pas trop où se positionner parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de recherche, qui demande énormément de connaissances et tu veux pas... c'est quand même un rôle à prendre là, si on décide de le faire. Est-ce que Marc-Alain ou Martin, vous voudriez réagir? Bien, moi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la spiritualité des Autochtones. Je pense que pour moi, là, personnellement, c'est ce que je vois en premier quand toi, tes chansons, Elisapie, tout ça, c'est la spiritualité, comment ça fonctionne dans ces peuples-là. Et ça m'attire beaucoup parce que nous, on a perdu ça. Oui. C'est vrai. Bien, c'est de la reconnexion. Puis, tu sais, même moi, je veux dire, j'ai jamais vécu en réserve, donc c'est comme un héritage que j'avais eu un peu par ma mère, parce que ça avait tout le temps été présent chez nous de faire des cérémonies de purification et tout, mais ça va beaucoup plus loin que ça dans le respect de la terre, dans le respect de l'autre, dans se reconnecter, pas juste avec la nature, la terre, les autres, mais soi-même. Et arriver à avancer, puis ça, c'est un travail de tous les jours, mais tu sais, comme un peu dans le laisser aller, le lâcher prise et tout. Fait que je suis encore dans ce chemin-là, moi aussi, mais tu sais, ça fait un bien énorme. Et pour moi, tu sais, chez nous, c'est même là, de la sauce, j'en brûle quasiment tous les jours. Puis c'est comme juste d'être aussi reconnaissant, en fait, d'être reconnaissant de tout ce qu'on a dans la vie, de la terre-mère qu'on oublie trop souvent, en fait. Puis dans un contexte de ville aussi, c'est pas évident de se retrouver là-dedans. Puis ça vient se mélanger dans ta musique, mais justement, je vais te laisser installer parce que tu vas nous interpréter le corbeau. Tu es de la famille du corbeau, exactement, donc c'est un de tes animaux totems. Mais pendant ce temps-là, je vais me tourner vers Martin et Marc-Alain. Martin, peut-être toi aussi, tu voudrais réagir à cette discussion qu'on a? Bien, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect culture et réconciliation, en ce sens que bien souvent, on se dit, OK, réconciliation, donc il faut le faire. Donc, c'est un devoir de le faire. C'est ça qui va être mis en avant par les médias ou au niveau politique. Mais au niveau culturel, c'est instinctif. Donc, on est dans quelque chose qui est... Je dis pas que dans d'autres façons, c'est pas vrai. Mais au niveau de la culture, on est vraiment dans l'aspect, bien, j'ai envie d'en parler, donc je vais le faire. Et ça crée beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Et à mon avis, c'est je suis personnellement convaincu que la culture va être un des principaux vecteurs pour
faire une réconciliation qui Oui. est sincère. Tu as raison. Parce que ça passe par les émotions, ça Oui. passe par l'écoute du Oui. message de l'autre aussi, donc au niveau de la culture. Alors, ben, je pense que du côté de Eatsé, on est prêt et on va y aller avec son interprétation de sa pièce Le Corbeau. Je l'ai vu dans la nuit. Il est plus qu'un ami. Il me conseille inconsciemment. Il me parle sans cesse pourtant. Je commence à croire que je ne suis pas faite pour ça. J'entends une voix qui dit ne t'en fais pas. Oh, oh. L'oiseau noir me laisse en voix. Je n'ai pas pu connaître l'homme grand qu'il était. À tout moment, je le sens prêt. Il n'est plus, mais pourtant je sais. Je commence à croire que je ne suis pas faite pour ça. J'entends une voix qui dit ne t'en fais pas. Oh, l'oiseau noir me laisse en voix. Il me dit ne pense plus à ça. Je commence à croire que je suis réellement faite pour ça. J'entends une voix qui me ramène enfin à moi. Oh, l'oiseau noir me laisse en voix. Il me dit tu as trouvé ta voix. Il me dit tu as trouvé ta voix. Il me dit tu as trouvé ta voix. Quand je parlais de se laisser guider au son de la musique des Eatsé, et voilà, vous en avez été témoin. L'album My Good Friend est disponible sur toutes les plateformes. Une performance arrive le 9 octobre à l'Espace pour la vie, c'est bien ça? Oui. Exactement. Mais on la suit sur ses réseaux sociaux, elle est très active. La famille s'agrandit bientôt, ça va peut-être être un peu plus calme, mais elle va nous revenir en force, j'en suis certaine. Et Eatsé, merci d'avoir passé sur notre plateau. Merci, Tiawank. Il fait si clair et il fait chaud, je sais que le beau temps m'influence. Comme si dans l'air et les cours d'eau, je respirais un vent de chance. J'oublie le manque d'argent qui m'empêche de sortir. Sortir de cet appartement, l'endroit qui me fait bien trop vieillir au printemps, c'est clair que toute ma vie se fout en l'air. Je meurs de courir, je voudrais tellement
marcher parmi les gens, m'asseoir dehors, prendre le soleil, manger souvent au restaurant, faire comme tout le monde sans être pareil. Je décide enfin d'ouvrir ma porte centre le vent de mes 30 ans, de reprendre tout le temps perdu, être tout ce que j'ai voulu. Au printemps c'est clair que toute ma vie se fout en l'air, je meurs de courir, je voudrais tellement si c'était gratuit, prendre du bon temps, bien gentiment. Je veux aimer, je veux exister, chien rester, c'est entêté, ouais, qui n'a jamais bien écouté les lois du bon chemin tracé. Ce qui m'importe, c'est d'être moi et de connaître qui tu es, me partager, chanter ma vie, saluer le monde entier. Tout est si clair que toute ma vie se fout en l'air, je meurs de courir, je voudrais tellement si c'était gratuit, prendre du bon temps, bien gentiment. Même sans l'argent que je n'ai pas, mais il est là, bien entendu, évidemment, ça s'en vient. Je me vois vraiment vieillir là-bas. Oh, j'aime pas ça, ce mot-là, on va dire prendre de la sagesse. Là-bas où tout est si clair, je vis ma vie, je fous en l'air ce qui me fait mourir. Oh, c'est bien plus clair et c'est ainsi que va ma vie. Je prends du bon temps, évidemment. La 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 Quelle performance faite à Culture en ligne de notre dernière saison qui a été tournée à l'Écomusée du Fier-Monde. Et c'est avec plaisir que nous vous informons en primeur que MaTV diffusera la saison de Culture en ligne dès octobre prochain. Maintenant, je me tourne vers Martin Vinette, directeur général des voies culturelles des Faubourgs. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, ça fait un peu plus de 2 mois que vous êtes le nouveau directeur général. Comment, bien, ça, je t'ai déjà demandé comment ton parcours est venu à assumer cette position-là, mais comment les voies culturelles, c'est un regroupement multisectoriel qui aide à sensibiliser en fait le citoyen à la vitalité et au dynamisme culturel. Un peu, c'est quoi la mission des voies culturelles? En fait, la mission première des voies culturelles, c'est d'être un regroupement en culture, évidemment, mais un regroupement que je dirais transversal. C'est-à-dire que on veut rejoindre l'ensemble de la culture dans un territoire donné. Ce territoire donné qui est l'est de l'arrondissement Ville-Marie. Brièvement, là, au niveau géographique, on parle de plus ou moins la rue Sanguinet au Hôtel de Ville, jusqu'à l'est, donc le chemin de fer du Canadien Pacifique, au nord, rue Sherbrooke, au sud, le fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est quand même une zone qui est à la fois grande, étendue, mais aussi disparate et complémentaire. Donc là, le travail, c'est de rejoindre les organismes, de sensibiliser les gens à la culture. Alors, bien, comment on fait? Bien, c'est en parlant de culture, en trouvant des plateformes ou en développant pour s'assurer que tout le monde peut mettre le mot culture dans sa bouche, de toutes les façons possibles. Et bien, plus récemment, donc, avec ma prédécesseur Claudine Kelly, que je salue, eh bien, elle a organisé donc avec l'ensemble de l'équipe, en avril dernier, le 3e sommet Art et culture autour des Faubourgs, pardon. Et ça, c'est une initiative que Voix culturelle fait. Donc, c'est notre 3e édition dans moins de 10 ans, où on va fédérer les gens, on veut les emmener à parler comme citoyens, comme organisme, de ce qu'est la culture. Donc, je dirais que c'est le travail de Voix culturelle, c'est d'amener les gens à dire ce mot-là, qui n'est pas tabou, mais qui est très important. Oui, exactement. Et je pense qu'on va se tourner du côté de Marine qui veut se joindre à la conversation.
En parlant justement de ces plateformes de médias, justement, est-ce que la pandémie a impacté justement ces plateformes justement que les créateurs utilisent et que ces artistes utilisent? Et est-ce qu'en général, la pandémie vient impacter le travail des créateurs? En fait, de ce que moi j'en sais, au niveau des diffuseurs, il y a eu évidemment un impact majeur parce que les diffuseurs ne pouvaient plus beaucoup diffuser en direct. Il y avait évidemment donc la magie de la télé, de l'Internet, de tout ce qui est nouveaux médias. Au niveau des créateurs, toutefois, je pense que ça doit vraiment dépendre peut-être de la personnalité du créateur, de la créatrice, ou bien de son contexte. C'est-à-dire que, bien, évidemment, un contexte qui est plus négatif peut emmener les gens à vouloir peut-être se tourner vers d'autres choses, à se refermer sur eux-mêmes ou vouloir se protéger. Donc, ça peut peut-être, disons, créer un vide dans le processus créatif. Mais il y en a d'autres qui, évidemment, se sentent, bien, enfin, j'ai le temps de m'occuper de mon art, de me mettre dedans. Et il y a eu une pléthore d'œuvres qui ont été créées. Il y a vraiment beaucoup d'artistes là, qui ont créé des œuvres quasi quotidiennes dans cette période-là et je trouve ça fantastique. Mais évidemment, c'est l'équilibre. Donc, il y a des gens qui ont pu en profiter d'une certaine façon, d'autres que non, malheureusement, mais je pense que c'est comme tout contexte, on peut s'adapter comme on peut. Donc, en final, ça veut dire qu'on pourrait considérer que ça a boosté quand même pas mal l'accès en général aux médias, puis ça a boosté aussi le travail des médias parce que je pense que le travail s'est surtout fait justement à travers ces plateformes. C'est ce qu'on peut en retenir en général. Et je pense qu'il y a vraiment eu un travail qui a été fait là-dessus. Il y a eu beaucoup de pression qui ont été mises aussi sur les épaules des artistes et des créateurs, mais ils ont bien répondu. Donc ça, c'est déjà très bien pour eux, pour nous, la population aussi. Mais évidemment, il ne faut pas les tenir pour acquis parce que le travail qu'ils ont fait, bien, comme tout citron, après un certain temps, il n'y a plus de jus. Donc, il faut leur donner le temps de... Exactement. Oui, merci. Parce qu'il y a eu plusieurs enjeux. Il y a des artistes qui ont malheureusement décidé de se tourner vers un autre emploi pour pouvoir vivre. Puis il y en a beaucoup, c'est ce que tu mentionnais, Martin, qui ont travaillé très bénévolement au début de la pandémie, mais à un certain moment, il faut quand même être capable de vivre et de gagner ses sous. Maintenant que tu es en poste au Voix culturelle des Faubourgs, quelle est ta vision pour l'organisation? Puis, est-ce que tu as des projets sur lesquels tu veux travailler pour développer cette relation avec la culture dans la communauté? En fait, je dirais, sans trop m'avancer quand même, parce qu'on va garder des exclusivités du côté de Voix culturelle des Faubourgs, c'est qu'on va avoir donc notre assemblée générale annuelle très bientôt. Là, on va pouvoir justement plus dévoiler encore ces idées-là. Mais j'arrive dans un beau contexte, c'est-à-dire que le 18 octobre prochain, justement, date de notre prochaine AGA, ça va être l'anniversaire de fondation depuis, en fait, ça va faire 20 ans que l'organisme existe. Donc, il y a cette idée de continuellement parler de culture, de la mettre en avant. Et je crois qu'on pourrait dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais il faut faire en sorte que la culture soit une obsession chez les gens, que ça soit quelque chose de central, de pivot, tout en gardant cet aspect qui est, bien, comment on fait pour mettre du beurre sur notre pain. Donc, de garder toujours cet élément culturel en tête, bien, disons que mon travail à Voix culturelle, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent, créer des liens, des maillages, et pas seulement des rencontres, mais solidifier tous ces maillons-là. Donc, c'est vraiment un travail de réseautage, de rencontres, de discussion, et pas juste j'allais dire, de se serrer les mains ou de se donner des coups de coude maintenant, mais je pense que notre organisme est là pour essayer de contribuer à porter le volet culturel dans le centre-sud, dans l'est de l'arrondissement. Donc, je vous dirais que la vision, c'est non seulement de prendre ce qui a déjà été fait, mais aussi de s'assurer que cette dimension-là culturelle reste, demeure et s'agrandisse. Et pour le reste, bien, ça va être un peu à suivre, mais parce que je ne veux pas me mettre trop de pression sur les épaules. Oui, c'est ça, un pas à la fois. Vous venez d'arriver en poste. Et nous, on va poursuivre donc en musique avec l'Aléa.
Encore une fois j'y croirais, m'emmêler dans les ombrées, encore oser rêver d'aimer. Encore une fois oublier, abandonner la peur et ouvrir l'espoir et m'envoler. Encore une fois fuir dans le vent, plus haut, plus fort, plus lentement, effacer les traces du temps. Encore une fois le désert, encore le cœur grand ouvert, encore une fois au travers. Otra vez estoy llamando, otra vez confiando, otra vez esperando. Otra vez dice el viento que borre mi tormento, otro infinito siento. Otra vez a deshora, otra vez sin demora, otra vez me enamora. Otra vez tengo miedo, otra vez en secreto, mira que me echó a volar. Otra vez el abismo, reventando en seísmo, otra vez mi camino. Encore perché dans l'abîme, trace entre si mes racines, corps à comme les épines. Otra vez colga, encore une fois suspendue. Encore une fois, otra vez. De la belle musique du monde que nous avons entendue avec encore de l'Aléa qui va sortir alors, voyons, en octobre prochain son EP Dérivage. C'est vraiment à ne pas manquer. Mais maintenant, sur le plateau, nous ont rejoint nos deux prochains invités, Nicolas Patry et James Viveros. Bonjour, tous deux chorégraphes et interprètes en danse. Oui. Voilà. Alors là, vous allez présenter, en fait, dans le cadre des Journées de la culture, ici même, ce dimanche, le 26 septembre, votre création Jotun. J'espère que je le prononce comme il faut. Oui, OK, parfait. Peut-être commencer d'abord par ici. C'est vraiment un projet évolutif. Vous pourrez nous raconter, c'est en fait sous l'invitation de Nicolas, vous travaillez sur une chorégraphie solo depuis quelques années. Et là, vous avez invité d'autres chorégraphes, dont James. Il y a eu un déclic qui s'est fait. Quel est ce déclic-là? Qu'est-ce qui vous a amené à dire il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on prenne le temps là? Bien, je pense que c'était au niveau des idées, des échanges créatifs, les discussions qu'on avait, on s'apercevait on aimait beaucoup parler du plus grand que nous, du magique un peu autour des histoires qui nous entourent, puis comment amener ça dans une chorégraphie, comment laisser le corps transporter des traces du magique ou comment laisser la magie emporter le corps. Puis là, je parle de magie, mais
le mythique, le Parce que non-dit. c'est inspiré, en fait, des mythes des géants nordiques. Oui, que Jotun. vous êtes. Comment c'est arrivé, en fait, dans le parcours, ces géants-là? Ben, je sais pas si tu nous as vus debout, mais moi, je mesure 6 pieds 5. Oui, c'est ça. vous James, êtes tu quand même- mesures 6'2". 6'2". pieds Ouais, c'est ça, voilà. On Donc, voit d'ailleurs à la télé, là, on peut voir vos images. nos images, oui. Donc, tu sais, notre point de départ, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on a en commun pour juste commencer la recherche? Puis, c'est ça, on a commencé à faire des recherches, puis on se dit, ah, on est grand, fait qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on pourrait exploiter qui serait intéressant. Puis là, on est tombé sur le mythe des géants nordiques. Donc, on a comme creusé, on est allé chercher des images, on a essayé de voir c'était quoi la mythologie, qu'est-ce que ça soulevait pour nous. Fait qu'autour de ça, on a développé les thématiques, un peu de la solitude, le vocabulaire de force, parce qu'il parle beaucoup de la force du géant, puis aussi de la transformation de masculin-féminin. Donc, on a essayé de voir comment, en prenant ces thèmes-là, on pouvait les intégrer au corps, puis comment on pouvait développer un peu chorégraphiquement un langage commun. Puis, je pense aussi que c'était une envie aussi de pas voir ça comme un spectacle qu'on voulait monter de A à Z, mais en faire une pratique dans le sens que c'est écrit, on sait qu'est-ce qu'on fait, mais dans, tu sais, mettons, le premier tableau avec les branches, on sait exactement qu'est-ce qu'on s'en va faire, mais les éléments externes, donc les branches, comment on les manipule, la bâche, comment elle est au sol, parce qu'on travaille avec des bâches aussi. Ça, c'est hors de notre contrôle, donc il faut s'ajuster constamment. Donc, ça devient une pratique en soi de présence à soi, aux partenaires, aux éléments. Donc, ça devient une pratique en soi, un peu comme on pratique le tai chi, la méditation, quelque chose comme ça. Ouais. Puis, c'est vraiment un projet en évolution, en fait, votre collaboration, parce que là, ça a été présenté au Festival Quartier Danse. La dernière fois qu'on peut le voir, c'est ce dimanche ici même. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais il y a une poursuite, en fait, que vous voulez faire dans cette réflexion-là, si je ne me trompe pas. Vous voulez pousser un peu plus loin. Avec le spectacle, oui. Oui, c'est ça. Oui. Maybe you can translate for me, but we definitely have plans to do this practice more in other countries. Oui. We're already speaking to people ailleurs and other places, so hopefully this will... C'est ça, donc il y a vraiment une volonté d'essayer d'amener ça un peu ailleurs dans le monde également et de poursuivre en fait avec cette performance qu'on voit qui est quand même... c'est toute une performance, là. C'est 2 heures. 90 minutes. 90 minutes. Ouais. On parle de temps, tu sais. Un des objectifs qu'on avait avec ce projet-là, c'était d'étirer le temps puis de voir comment on pouvait moduler le temps, parce qu'on a créé ça en pandémie aussi. On s'apercevait comment le temps était dilaté. On s'est retrouvé plus de travail pendant un certain temps. Donc, c'était une nouvelle notion de temps. Fait qu'on voulait voir un peu comment on pouvait amener ça dans la ville où le roulement de la vie est hyper vite, puis comment nous, on pouvait s'inscrire dans une autre relation au temps, puis créer une certaine tension avec ça. Puis là, c'est drôle parce qu'on dit c'est 90 minutes, mais la pièce en tant que telle, elle est vivante, elle aussi. Oui, c'est ça. Donc, on l'a présenté samedi dernier, puis on l'a fait en 60 minutes. Quelque chose. Vous étiez... Oui, on l'a fait ce matin, 96 minutes. Ah, voilà. Et là, ça, c'est... vous écoutez votre corps, votre inspiration, votre émotion du moment. Puis, oui, c'est ça. Relation. Votre relation aussi qui vient jouer. Ben, c'est beaucoup communication. We play with communication a lot in unusual ways. So it's the unsaid, the unspoken, the nonverbal. I think it's an interesting point that Nicolas said about the pandemic, this project coming at this time, because we're very physical dancers in our practice. I danced with la compagnie Marie Chouinard for 17 years. Nick danced for plusieurs chorégraphes for 13 years. So we're always expected to be, we're big guys, we're very physical. And our show, there's a certain physicality that we exude, we would like to have. This is expected in our choreography, but the detail to time and attention and communication and slowing down is the theme of this project. Donc,
Si on résume un peu, c'est Oui. la communication qui est au cœur de cet échange-là, de réduire le temps, Ouais. de le suspendre un peu, Oui, si on c'est pourrait ça. peut-être que tu... Ben, James parlait aussi de la physicalité que, comme j'ai mentionné tantôt, on est des grands danseurs, des grands hommes. Donc, il y a certaines attentes aussi qui sont faites face à nous. Donc, nous, on voulait aller les rencontrer, mais aussi les déjouer en étirant le temps, en allant dans autre chose aussi, dans une vulnérabilité aussi qu'on veut dévoiler. C'est ça. Bon, on pourra en reparler peut-être un petit peu plus long, mais là, je crois du côté de Marine qu'on a des questions. Yay! Oui, effectivement, il y a une question. Au niveau de la logistique, alors je vois que dans votre danse, et c'est impressionnant, vous transportez des bois. Est-ce que c'est spontané la façon que ça tombe ou est-ce que c'est calculé? Est-ce que ça semble être lourd aussi, je veux dire, porter tout ça? Comment vous organisez ça? Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui, bon, on se dit, on va le faire, et puis peu importe comment ça donne, on va être très spontané avec les mouvements par la suite? Je pense que c'est un peu... Bien, il y a beaucoup de spontanéité, il y a beaucoup de se mettre en lien complètement avec l'élément avec lequel on joue. On parle souvent que ça devient une extension de notre corps. Ouais, voilà. Le bois qu'on manipule, la roche, la tarpe. C'est aussi comment ça va... Bien, moi, du moins, comment j'essaie de l'aborder beaucoup, c'est comment ça va affecter mon corps. Le poids avec lequel je vais transporter ça, bien, déjà, ma colonne vertébrale est en train de se moduler, mon bassin, il bouge aussi. Puis là, mes pieds au sol, ils vont bouger différemment que si je le tiens là, puis que je suis dans ma verticalité, puis que j'ai pas tant de force la force de gravité est différente sur moi. Donc, à ce moment-là, ça module beaucoup comment le corps est affecté par ce que je fais, par la matière que je transporte. Puis évidemment, elle fait ce qu'elle veut, la matière. C'est ça. Fait que, on parle de temps, fait que peu à peu, on relâche un peu notre tension musculaire, puis ben les bâtons, eux, ils tombent quand ils veulent, puis ils font un peu. Fait que nous, il faut comme assister à ça, puis travailler avec eux pour être en accord complet avec ça, puis reprendre ça et reconstruire. Et reprendre, déconstruire, reconstruire. Fait qu'il y a beaucoup de ça, construction, déconstruction dans le spectacle. Et là, de la communication par vos corps, parce que vous n'allez pas parler en plein temps. « On va ramasser le bâton qu'il y a là. » Donc, il y a vraiment une communication à un autre niveau. Oui. Nous, on a juste vu un petit extrait, mais Marc-Alain, je pense que tu les as vus en répétition et c'est assez impressionnant. Puis c'est ça qui est le fun à la Maison de la Culture, Janine Dutot et aussi aux autres, c'est la place qu'on laisse aux artistes avec les espaces, donc, que Nicolas, vous avez pu profiter C'est ça, également. en fait, ce que la pandémie a fait de notre côté, c'est qu'il a fallu être imaginatif. Puis quand on a rencontré Nicolas, nous, il y a 2 ans, pour un autre projet, je lui avais dit, Nicolas, si tu es un artiste du quartier, si tu as un projet, viens nous voir. Puis tu vois, ça donne Jotun. C'est vraiment extraordinaire. C'est sur 2 ans. Nicolas et James ont travaillé ici en résidence. Donc, c'est ça. Nous, on a permis, pendant la pandémie, de faire des résidences vu qu'on n'avait pas de spectacle. Donc, Caroline Richard, qui est l'agent culturel, elle a dit, on va se tourner vers ça parce que il y a c'est ça. Les artistes manquent de travail. On va les faire travailler. On va les payer. On a des sous. On avait des sous engrangés. Donc, on a pu faire ça. C'est toute une chance que d'avoir ces espaces. Oui, si je peux ajouter, oui, c'est l'espace, puis ça, c'est exceptionnel, puis comment on était reçus à la maison Janine Dutot, c'est comme devenu une deuxième maison, une famille aussi, parce qu'on se voit dans le corridor, puis on se salue, puis on jase. Mais c'est aussi au niveau logistique. Tu sais, on en a parlé, là, on a des branches, on a des tarpes, fait qu'on commence à accumuler beaucoup de matériel. Puis normalement, étant pigiste, n'étant pas une compagnie, James et moi, on n'a pas de studio à nous, donc il faut louer des studios. Puis là, c'est ça qu'on s'est aperçu les dernières semaines parce que les studios ici étaient prêtés à d'autres artistes, donc on n'avait pas accès ici. Donc il a fallu louer des studios un peu partout dans la ville. Puis là, c'est comme, ah ben oui, là, il faut aller au nord, mais on n'a pas de voiture, mais il faut transporter tout notre stock parce qu'on en a besoin. OK, ben on va prendre un taxi. Puis là, une autre dépense de taxi parce qu'il faut ramener le stock puis aller là demain matin. Fait que tu sais, c'est une grosse logistique. Fait que je me suis aperçu que tout le poids du travail invisible un peu ou du travail à la maison d'organisation, on n'en avait pas eu du tout pour le projet jusqu'à présent parce qu'on était en résidence ici. Fait que ça, c'est... C'est génial. Oui, c'était vraiment exceptionnel, beaucoup, ça, là. Et là... C'est de l'offrir gratuitement aux artistes de notre quartier.
quartier du centre-sud, tout ça. Donc, ça va être précieux. Nicolas, ça va être quelqu'un d'autre après. Ouais. Et c'est ça, une des difficultés du fait d'être artiste, c'est vraiment de devoir se réinventer. Je sais, par exemple, James, vous enseignez beaucoup. Nicolas, vous êtes actuellement aux études en somatique. Oui. Donc, c'est ça, c'est tout un défi hein, d'être artiste de nos jours et de toujours, en fait. Comment, justement, la communauté peut venir aider les artistes? Je ne sais pas si vous avez vu... Comment la communauté peut venir aider les artistes, venir les voir? Oui. C'est ça, hein? Un artiste n'est rien sans Venir son les public. voir. Nous, évidemment, c'est gratuit ici tout le temps, les shows, mais venir les voir. Puis venir les voir, ça veut dire parler d'eux. Puis parler d'eux, ça veut dire peut-être un autre show ailleurs. Tu sais, c'est vraiment, c'est comme ça que je pense que le show, les shows peuvent vivre. C'est-à-dire que les gens le voient, puis ils en parlent. Puis, puis après ça, ben, ça part peut-être en tournée quand la pandémie sera finie. Là. Ça va peut-être partir en tournée ailleurs, en Norvège. Bien, c'est ça, mais il faut les voir, puis ça touche les gens, puis et sincèrement, il faut sortir, même si on est en pandémie, on est un petit peu plus déconfiné, il faut sortir, voir les spectacles. Donc, je rappelle que Jotun sera présenté ce dimanche dans le cadre des Journées de la Culture, le 26 septembre, de 14h à 16h. L'entrée est libre, mais il faut avoir son passeport vaccinal, tout simplement. Tout à fait, oui. Oui. Et maintenant, on continue en musique. Guanabana dulce, Guanabana dulce, Guanabana dulce y azucarada y azucarada. Guanabana dulce, Guanabana dulce, Guanabana dulce y azucarada y azucarada. Si los suspiros volaran como vuela el pensamiento, un suspiro te mandara con el corazón adentro, con el corazón adentro para que no me olvidara. Guanabana dulce, Guanabana dulce, Guanabana dulce y azucarada y azucarada. Guanabana dulce, Guanabana dulce, Guanabana dulce y azucarada y azucarada. Dicen que los afligidos se consuelan con llorar. Yo soy afligida y lloro, consuelo no puedo hallar. Consuelo no puedo hallar por el negrito que añoro. Guanabana dulce, dulce y azucarada. Chupa que chupa chupa, chupa chupa la condenada. Chupa que chupa chupa, chupa chupa y no saco nada. Guanabana dulce, dulce y azúcar, y azúcar, y azúcar, dulce y azúcar, y azúcar, y azúcar, dulce y azúcar, y azúcar, y azúcar, dulce y azúcar. Elle est en train de s'installer. Andréane Martin va nous faire rayonner le soleil un peu en ce début d'automne, mais juste avant, je vais passer à Marianne.
Alors, pour vous rappeler que vous pouvez intervenir, vous pouvez poser des questions, placer vos commentaires en tout temps avec même les hashtags de TCF TV, excusez-moi, et le hashtag culture en ligne. Et n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour y répondre, ça nous ferait plaisir d'y répondre et d'en apprendre beaucoup plus sur les artistes et la culture en général. Donc, en version acoustique, on prête l'oreille à Andréane et Cajolet. Encore une connerie, mon gars, qu'est-ce que t'as fait là? Où est passé ton jugement? C'est déprimant. T'es allé jusqu'au point, ça va pas la tête. On t'enlève ton venin, tout ça moins bête. Hey, Cajolet, Cajolet, il a besoin d'être Cajolet, Cajolet, Cajolet. Allez, viens donc par ici. Si tu agis comme ça, c'est un appel à l'aide. Nous sommes là pour toi, même sur la corde raide. On te rattrapera, déploie tes ailes. Bien vite tu comprendras, tu riras plus belle. Cajolet, Cajolet, il a besoin d'être Cajolet, Cajolet, Cajolet. Allez, viens donc par ici. Cajolet, Cajolet, il a besoin d'être Cajolet, Cajolet, Cajolet. Allez, viens donc par ici. Arrivé sur cette terre plein d'amour, de tendresse, la vie t'a rendu amer, on pardonne tes faiblesses. On te rappellera tes racines et ta sève, te complimentera pour que tu te relèves. Il a besoin d'être Cajolet, Cajolet, Cajolet. Allez, viens donc par ici. Cajolet, Cajolet, il a besoin d'être Cajolet, Cajolet, Cajolet. Allez, viens donc par ici. Donc, Cajolet se retrouve sur son tout dernier album qui est encore tout chaud. C'est une pièce qui a été faite en collaboration avec Julien Alvarez-Tomé du groupe Bombolese. Un son un peu plus latin, mais on y retrouve également des sonorités jazz, reggae, un peu de slam, des rythmiques, des chants de coton, un son électro. Mais ma foi, Andréane, tu as eu beaucoup de plaisir? Oui, moi, je m'amuse énormément. Comme tu peux le voir, on a eu vraiment du fun à enregistrer cet album-là. J'ai la chance d'avoir... Est-ce que j'enlève mon casque? Ah, tu peux l'enlever pour être plus confortable. Ça va être plus cute. OK. Donc oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup de fun avec c'est ça, mes musiciens. On a vraiment des idées puis des directions assez dans plusieurs sens au niveau des styles musicaux. Mais ça reste assez jovial, ludique. Ça reste assez... tripant comme univers, le côté justement musique du monde, comme vous venez d'entendre. Je veux vraiment que le monde s'amuse quand il écoute mon album. Exactement, c'est ça qui t'inspire en fait, ouais. d'une manière. Écoute, on ne peut pas s'en passer quand on écoute du Andréane Martin. C'est une vraie séance de luminothérapie, même en plein début d'automne. On ne peut pas faire autrement de sourire, mais quand on s'arrête aux paroles, là, on est ailleurs. Je sens ici, vraiment, sur ce nouvel album-là, une femme grandie. Est-ce que je pourrais dire? Bien, écoute, c'est sûr qu'on vieillit tous. Oui, hein, mais... c'est rare qu'on parle de l'autre côté. Mais tout ce qu'on veut, dans le fond, tu sais, en grandissant comme artiste, on veut toujours, c'est ça, s'améliorer. Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus important, c'est de parler de thèmes un peu plus engagés. Quelque chose de, tu sais, de prendre plus de risques, de parler de des sujets des fois qui sont même tabous.
Puis justement, de les partager avec des chansons, peut-être que, comme par exemple Cajoler, à première écoute, on ne pense pas à grand-chose quand on l'écoute, on s'amuse. C'est ça, on a envie de danser. Oui, oui. Mais quand on s'arrête aux paroles, par exemple, avec cette chanson-là, ben finalement, ben, je parle de plusieurs sujets comme le pardon, l'importance de, oui, on fait des erreurs dans la vie, sauf que des fois, il faut aussi, justement, accepter les erreurs que les autres font, parce que des fois, ces personnes-là font des erreurs parce qu'ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être cajolés. C'est ça, dans le fond, exactement. la chanson. T'sais. Puis là, tu y vas vraiment, comme tu disais, tu n'as pas peur, tu n'as pas froid aux yeux avec la chanson Pas de bébé. C'est encore aujourd'hui un peu mal vu, les femmes qui osent dire qu'elles ne veulent pas avoir de bébé, mais également la chanson éponyme Guerrière, où tu te présentes vraiment comme une... tu fais en fait la guerre humanitaire et tu déclares la guerre à tous ceux qui brisent la terre. Donc vraiment très engagé. Je pense qu'on a quelques images du vidéoclip qu'on va pouvoir voir, mais parle-nous-en un peu comment, pour toi, c'est important en fait de prendre la parole et d'exprimer tes opinions, puis... Bien, c'est sûr que l'environnement, je veux dire, on est tellement dépendant de l'environnement, puis il y a encore du monde on dirait qu'ils vivent sur une autre planète des fois, hein? C'est spécial. C'est un peu ça qui passe, en fait, dans ta chanson. Là. Tu le mentionnes, il y en a qui... Bien, c'est ça. Fait que c'est comme une espèce de cri du cœur, tu sais, pour dire, OK, wake up. Là, à un moment donné, il faut passer à l'action, puis je perds patience, je pète ma coiffe. C'est ça. Ben oui. Mais en allégresse. Ben oui, parce que c'est un reggae. Oui, exactement. Fait que c'est important de toujours péter sa coche en douceur. Hein? C'est ça l'important. Comme ça. En passivité. Ben oui, parce que le message passe, puis ça y va, tu sais. Puis aussi, j'ai une chorale d'enfants. Oui, c'est magnifique. Parce que ça, c'est l'espoir, tu sais, les enfants. Puis exactement. Ça fait réfléchir aussi, hein. Des fois, quand on voit les enfants, on se dit, hey, ils n'ont peut-être pas la même chance que moi j'ai eue. Oui. Tu sais, faut penser à tout ça aussi. Tout à fait. C'est vraiment un message que j'ai envie de lancer avec Guerrière. Puis Guerrière, c'est ça veut dire beaucoup de choses. Tu sais, il y a la guerrière humanitaire qui se trouve sur le bord de l'eau à Verdun, qui aime donc bien ça, se baigner, puis qui aime donc bien ça, regarder les nuages, puis être en symbiose avec la nature, puis qui partage ce message-là. Mais il y a aussi la guerrière qui parle de des sujets comme l'antiracisme, des sujets plus féministes, comme ce que tu disais, Pas de bébé. Donc, c'est vraiment un album, je pense que c'est la première fois que je prends autant parole sur des sujets un peu plus, engagés, des sujets chauds. Puis franchement, Pas de bébé, je pensais jamais être capable d'écrire une chanson là-dessus. Non, c'est ça, puis, mais ça a marché. Ça a marché, puis je suis tellement contente, puis je sais exactement pourquoi, bien, entre autres, pourquoi j'ai réussi à écrire cette chanson-là. Puis je pense qu'en grande partie, c'est à cause de ma rencontre avec le Progestérone. Exactement. On pourrait peut-être en parler un peu, mais là, je pense qu'on va aller voir le vidéoclip Guerrière. Ben oui, allons-y. Qui est... On se sent dans le sud. Ben c'est au Portugal. Oui, tu es tournée au Portugal? Oh oui, rien de moins. Non, mais c'est parce que ça tombait pendant une résidence artistique. Et puis, on était plusieurs artistes. Fait qu'il y en avait qui filmaient, il y en avait qui dansaient. Fait que j'en ai profité. Écoute, on était dans un parc. C'est dans la ville de Águeda. OK. Donc, c'est une petite place qui n'est pas très connue. Moi, je n'avais jamais entendu parler de Águeda. Mais c'est magnifique. Puis le parc, comme on peut voir dans le vidéoclip, il y a vraiment toutes sortes de variétés d'arbres. Justement, allons donc voir le vidéoclip.
Donc, on en discutait un peu comment, en fait, le projet Stérone t'a amené à t'affirmer en tant que... De ne pas avoir peur de t'affirmer. Comment c'est ce groupe-là, là, t'as... Bien, moi, je trouve ça vraiment une belle histoire parce qu'en fait, pour vrai, je suis vraiment reconnaissante envers ces femmes-là parce que c'est du monde, c'est ça, qui vraiment, ils n'ont pas de filtre, tu sais. Bien, oui, ils ont des filtres, mais je veux dire, ils sont vraiment capables de verbaliser, tu sais, les problèmes de société, puis des fois, même des choses qui sont plus intimes, tu sais, des trucs, des fois, tu te dis, ah ouais, on devrait-tu, ça se dit-tu, ça? Oui, tout se dit, tout est dans la manière de le dire. Puis le fait que le projet Stérone, ils vont beaucoup avec l'humour, bien, ça passe mieux comme ça, tu sais. Oui. Puis, bien, c'est ça, en fait, la chanson, c'est ça, Pas de bébé, ça, je pense vraiment que j'ai réussi à la terminer parce que on dirait que le fait, justement, d'être entourée de personnes comme ça, inspirantes, bien, ça m'a juste donné le petit coup de gaz qui me manquait. C'est ça, de t'affirmer. Et là, ce qui est particulier, je me tourne un peu vers Marc-Alain et Martin, dans ta musique, tu mélanges beaucoup de styles musicaux, on l'a souligné, à une ère où on discute tout le temps d'appropriation culturelle, qu'on scrute à la loupe les productions pour savoir si tout est bien proportionné, là, si on veut, et si, en tout cas, qu'on est dans une extrême vigilance de création. Je ne sais pas si toi, tu t'es posé la question en créant cet album-là, ou jusqu'à quel point on doit aller dans le respect des autres cultures sans... On l'a vu, là, le mélange des cultures fait de belles choses. Oui. Ben, je pense à partir du moment où on sait que c'est peut-être fait avec beaucoup d'humour aussi, tu sais, l'humour est important pour laisser passer ces choses-là, puis qu'il n'y a pas de discrimination dans le message, ben, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que c'est très pointu. Hein? Quelqu'un peut être attaqué par quelque chose, puis l'autre personne pas du tout. Hein? C'est bien difficile. C'est une extrême vigilance qu'il faut avoir presque. Là, Martin, tu voulais... Ben, en fait, je dirais aussi qu'au niveau de la personne en tant que telle, c'est nous, ce qu'on reçoit au niveau de la création, c'est une image, un son, mais ça ne dit pas tout du processus créatif, en ce sens que quelqu'un pourrait avoir des origines qui sont différentes, mais qui ne sont pas visibles dans sa création ou dans ce qu'elle dit parce qu'elle ne veut pas revendiquer ça. Et quand je dis origine, ce n'est pas seulement au niveau des parents, l'affiliation, mais d'avoir grandi dans un milieu où on se sent plus touché par les gens en situation de handicap, ou avoir beaucoup d'amis qui viennent de l'immigration, ou avoir vécu différentes situations qui nous mènent à dire ça fait partie de mes racines, ça m'appartient aussi. Mais je pense que dans cette histoire-là, c'est malheureusement souvent, on est porté à avoir un jugement qui va être superficiel et se dire tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu ne représentes pas tel ou tel groupe. Alors que si on pose la question aux gens, si on se permet d'aller plus en profondeur, la plupart du temps, ce qu'on va comprendre, c'est que soit que la personne avait déjà un intérêt, une volonté, une porte ouverte, et donc on se dit, bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de haine, c'est vraiment dans un but de respect, de mise en valeur. C'est généralement souvent beaucoup par amour. Puis Andréane, c'est un peu ça, parce que tu aimes beaucoup l'espagnol, tu aimes beaucoup la musique latine. Donc... Oui, en effet. Bien, c'est ça, je prends des cours d'espagnol para aprender de hablar espagnol. Puis j'aime beaucoup ça. Puis c'est ça, vraiment, là, je me suis levée un matin en plus, puis je pensais à ça. J'ai dit, hey, il faut vraiment que je fasse une traduction d'une de mes chansons, tu sais, de français en espagnol, parce que je trouve ça tellement beau, puis ça sonne bien, puis en plus, ça ressemble, là, je veux dire, ça reste que c'est du latin, tu sais, à la base, mais en tout cas, je trouve que c'est important des fois, de pas trop virer dingue avec ça, là. Je veux dire, c'est ça, ma chanson, par exemple, Cajolé, c'est une chanson que, bon, j'ai faite en collaboration avec Julien, tout ça. Il y a de l'espagnol dedans. Puis on est peut-être moins habitué d'entendre ce style de musique-là en français. Certaines radios ont refusé de jouer la chanson parce qu'ils disaient de la musique du monde en français, non. OK, vraiment, on coupait le... OK. Bon, ben je savais pas qu'il y avait ce règlement-là ou ce goût-là, mais ça, c'est personnel. Il ne faut pas le prendre personnel. Mais en tout cas, bref, moi, ça m'intéresse. Fait que moi, aussitôt que quelque chose m'intéresse, puis ça me fait vibrer, bien, je ne vais pas tant me poser de questions, je vais juste
aller dans cette direction-là, tu sais. Oui, bien, je vais te laisser te préparer parce que tu nous réserves encore une petite dernière performance. En effet. Je vais me tourner, je pense que Marianne, est-ce que tu avais une petite intervention? Oui, on a eu un commentaire très intéressant d'un spectateur qui disait, bien, je vais le lire parce que je ne veux pas déformer les mots, c'était très bien dit. Donc, si je comprends bien, le but est de démocratiser la culture dans le but que celui-ci ne soit plus perçu comme élitiste, mais accessible et inclusif à tous. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est l'objectif? Personne n'a bien compris. Il n'y a rien à ajouter à ce commentaire, au sens où c'est vraiment ça, la Maison de la culture. Les maisons de la culture sont là pour démocratiser la culture. Et ça dit, la maison, c'est tu viens, tu es comme chez toi. Donc, nous, en tout cas, chez nous, chez Janine Souto, c'est ça, c'est tu rentres dans ta maison de la culture, tu viens chercher culturellement ce que tu as besoin sous ce toit-là. Est-ce que les gens sont plus sensibles justement à offrir leur propre création à des gens qui sont dans une situation hors norme, si on pourrait le dire comme ça? Est-ce que c'est une sensibilité qui va, plus on en parle, plus on est ouvert, plus on y pense, ou c'est quelque chose qu'il y avait quand même avant? Selon votre connaissance? Mais tu vois, nous, on a un projet présentement qui va être présenté demain, là, à 14 h l'après-midi. C'est Ariana Pirella-Sanchez qui a proposé un projet qui s'appelle Corps Maison. C'est pour les itinérants et itinérantes, ici dans l'arrondissement. Donc, on est allé au Centre Saint-James, on est allé au pavillon Les Oitiers pour les femmes de l'Oldbury Mission. Et puis là, on va aller chez Dopamine et c'est ça, il va y avoir la démonstration, en fait, de ce qu'il y a eu comme atelier pendant tout l'été avec les itinérants qui s'en sont sortis en devenir ou ceux qui sont là présentement. Donc, ils ont pu s'exprimer. Pour répondre à ta question, oui, c'est quelque chose qui était peut-être déjà là, mais qu'on n'osait pas faire et que là, on met de l'avant, nous. Et là, ben moi, presque terminant, on arrive à la fin de cette émission-là. Je sors donc ma tasse de café, parce que si vous ne savez pas, le 1er octobre prochain, c'est la Journée internationale du café. Et Andréane, tu n'allais pas passer cette journée-là sous silence? Oh non, 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 parce que là, moi, je vais faire une tournée des cafés. Alors, déjà, plusieurs cafés ont embarqué dans mon projet. Et donc, à partir de 7 h le matin, le 1er octobre, je fais une tournée et je vais chanter ma chanson et quelques autres chansons. Et aussi, il va y avoir des surprises à gagner. Donc, je vous invite à me suivre sur live sur Facebook. Et pour les behind the scenes, c'est sur Instagram. Et là, les gens, là, on invite les gens à sortir leur café, ben oui, mettre ta chanson « Pas de café, pas de fun » que tu vas nous interpréter et s'amuser. Alors, ben oui, carrément. Je te laisse. Je vous fais ça. OK. Débute ma journée du mauvais pied, les cheveux en bataille, les yeux plissés. J'ouvre les rideaux, il fait toujours noir. Non, carrément, je veux rien savoir. Mon pyjama est trop confort. C'est du café qu'il me faut. Pas de café, pas de fun. 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 Encore une longue douche, du rose sur ma bouche. Je m'habille tout en courant, même plus de bisous en sortant. Je me dis que ma vie est plate à mort. Tous les matins c'est la même histoire. Je voudrais m'envoler là-haut, à Cayo, Coco. Oh, pas de café, pas de fun. Pas de café, pas de fun. Oh no. Pas de café, pas de fun. Pas de café, pas de fun. Chaque jour à mon boulot, je me sens pas à ma place. Perdue dans mes pensées, j'écris des tonnes en masse. Y a mon patron qui me casse les pieds. S'il me laissait le temps de lui expliquer. Seigneur, Seigneur, veuillez me pardonner. Seigneur, Seigneur, je ne l'ai pas bu, je ne l'ai pas bu mon café. Je ne l'ai pas bu, je ne l'ai pas bu mon café. Pas de café, pas de fun.
chante plus avec moi. Pas de café, pas de fun. 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 Donc, le nouvel album d'Andréane Martin-Guerrière est disponible sur toutes les plateformes. Le lancement officiel se fera le 1er novembre à la salle du ministère. Suivez Andréane sur ses réseaux sociaux pour tout avoir les détails de ses performances. Donc, moi, de mon côté, c'est ce qui met fin à l'émission. Je tiens vraiment à remercier tous nos invités qui ont passé. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir comme nous. Ce fut le cas. Merci à Marine qui s'est occupée des réseaux sociaux. Merci également à Marc-Alain et Martin d'avoir été présents sur le plateau avec nous. On vous remercie, vous. On remercie la Maison de la Culture Janine Souto de nous avoir accueillis. Pour voir toutes les activités de la Journée de la Culture, rendez-vous sur le site Web. Et sur ce, bonne culture. On finit en musique avec Ming Mafrika. Je marche dans les pas de ma mère, de ma grand-mère. Je marche avec respect et douceur sur la terre.
Chikuya Magadi